Bon, très vite, moi je travaille à l'école des entrepreneurs, je dirige les communications et le marketing, mais je suis aussi conseiller, formateur et coach pour certains programmes. J'ai une expérience d'entrepreneur, plutôt en agence de relations publiques et de marketing. J'ai fait beaucoup de formations, de l'enseignement et j'en fais toujours dans les universités ou dans les écoles. Mes domaines d'intervention principaux sont la stratégie d'entreprise, le marketing stratégique et puis le domaine de l'innovation. Ce que je voulais faire, pas vraiment un tour de table, là, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais juste peut-être me dire ce que vous faites pour, si vous avez des clients, si vous avez des partenaires ou si vous apprêtez à en avoir. En fait, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour bien connaître vos clients? Peut-être me répondre dans le chat. Vous voyez qui s'affiche. Me dire, qu'est-ce que vous faites au quotidien concrètement pour connaître vos clients? Grande question. Vous utilisez les médias sociaux. Quoi d'autre? Des sondages. OK. Faire des appels aux clients potentiels. Tout ce qui est, ouais, prendre des nouvelles, téléphone par courriel, tout ça. Très bien. Bon, je vous posais cette petite question préalable puisqu'on va, dans le cadre de cet atelier sur la pensée design, en fait, on va beaucoup s'intéresser en fait au client, à l'utilisateur, pour voir comment en fait l'approche de pensée design peut nous aider à rentrer en empathie en fait avec le client, avec l'utilisateur final de nos produits ou de nos services, et comment à partir de cette compréhension fine qu'on a des besoins, des désirs, des attentes des clients, on peut revoir un petit peu ces produits, ces services, et puis innover. Voilà, alors on va bien sûr parler d'innovation, hein, c'est le sujet principal de cette formation. Donc on s'entend, c'est une introduction. Là, c'est sûr qu'en 45 minutes, on ne peut pas balayer tout le champ de la pensée design, d'autant que c'est un domaine où il y a encore assez peu de recherche académique ou d'études scientifiques. C'est vraiment un domaine de réflexion, de pratique qui est en émergence. Donc, on va voir surtout les grandes lignes et puis une étude de cas et puis quelques éléments concrets que je pourrais vous partager pour que vous puissiez intégrer cette logique. En fait, c'est surtout une logique, une démarche intellectuelle, une séquence que vous allez pouvoir utiliser pour vos business, pour vos activités. Donc, comme je l'ai dit, ça fait partie d'une trilogie là, sur le Business Model Generation, la modélisation en fait, de vos affaires, la stratégie Océan Bleu et puis la pensée design, sachant que ce sont aujourd'hui vraiment quand on regarde le champ de l'innovation et le champ de l'innovation avec des répercussions pratiques pour les entrepreneurs, pour les créateurs d'entreprises. C'est vraiment dans ces trois corpus conceptuels et théoriques qu'on trouve des applications très concrètes pour le quotidien des entrepreneurs. Alors bien sûr, ça devrait vous donner des idées pour penser un petit peu en dehors du cadre, hein, essayer de sortir des routines et de votre zone de confort. Alors, ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, une introduction au concept de pensée design pour que vous puissiez remettre un petit peu tout ça en perspective et comprendre les grandes lignes théoriques de la méthode. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter une petite étude de cas qu'on pourra faire ensemble et qui est une illustration finalement de ce que peut donner la pensée design dans le domaine du produit. Là, il va s'agir d'un produit. Et puis, quelques matrices et puis Canva que je vais vous partager pour que vous puissiez, à la suite de cet atelier, mettre en pratique immédiatement pour votre projet, pour votre business, pour votre activité. Donc, c'est ça la séquence d'aujourd'hui. Alors, l'introduction au design thinking, alors c'est toujours compliqué de définir la pensée design. Je ne vais pas m'y risquer aujourd'hui. Je voudrais juste aborder quelques aspects de réflexion autour de cette approche. Alors, quand on parle de pensée design,
la plupart, en général, des participants à nos formations confondent souvent ça avec le design visuel. On imagine le créateur, les designers qui est en train de façonner, de sculpter un objet. Hein. C'est ce qui nous vient la plupart du temps à l'esprit, en fait, ce travail un petit peu artisanal, finalement, autour de l'objet, autour de quasiment même parfois l'artiste qui travaille en fait son objet pour séduire une audience, pour séduire un public, pour séduire une clientèle. Mais je voulais attirer tout de suite votre attention sur le fait que la pensée design, en fait, ça a une vocation beaucoup plus large en fait que le champ du design visuel. Ça a une vocation holistique, c'est-à-dire beaucoup plus globale, et ça va vous chercher en fait la définition, en tout cas les propos que j'aime bien sur cette thématique sont ceux de Steve Jobs qui nous dit aussi que le design, la pensée design, c'est finalement comment ça marche quelque part. Et donc, ça nous oblige à nous placer du point de vue de l'utilisateur du produit ou de l'utilisateur du service et essayer de rendre le plus euh, convivial, on va dire, possible, le plus simple possible à l'utilisation de nos produits. Je crois que c'est ce qui s'est attaché à faire à travers la conception, puis le design, le système d'exploitation de tous les produits Apple. Et donc, c'est un petit peu ça, la pensée design, c'est d'avoir une réflexion globale, en tout cas, autour de votre activité, autour de vos clients et de l'interaction que vous allez avoir avec vos clients au niveau justement de l'utilisation qu'ils pourront faire de votre produit ou de votre service. Et puis, ça demande aussi c'est presque un peu contradictoire comme ça d'associer pensée et design, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a d'un côté le design, l'action, l'expérience, l'expérimentation, et puis de l'autre le cognitif, l'intellect, la pensée. Et je vous cite cette phrase de David Keeley, qui est l'un des cofondateurs d'IDEO, qui est un célèbre cabinet de design thinking basé aux États-Unis, qui a aidé beaucoup d'entreprises à mettre en place ces séquences de pensée design. Et c'est pas étonnant de voir qu'en fait, c'est tout un apprentissage entre le moment où ces personnes se pensent comme des designers, en fait, donc, avec tout ce que ça implique comme rapport à l'objet, et puis le passage vers la pensée design, en fait, qui est aussi d'intégrer en fait ces notions de design au niveau de l'intellect, du cognitif, pour mieux connaître en fait ses clients, pour répondre à des problématiques des fois très spécifiques, pour tester des idées, faire des prototypes et puis raccourcir en fait tout le cycle de l'innovation. Alors, la pensée design, elle se cache, on peut parfois imaginer des beaux objets, mais ça va des fois aussi se plugger dans des micros-objets, ou par exemple ici, là, quelque chose qu'on peut tous utiliser au quotidien dans nos voitures, le start and stop, eh ben c'est la résultante en fait d'un schéma de pensée design. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait un bouton là comme ça qui arrête le moteur et puis qui permette de repartir immédiatement juste quand vous lâchez le frein ou quand vous touchez l'accélérateur. Donc ça va derrière ça peut aller aussi loin que ça dans les détails, la pensée design. Sur le produit, puis ça peut toucher aussi bien sûr les services en général, donc c'est pas cantonné qu'aux produits, ça touche les produits et les services, où là il y a toute une réflexion qui peut s'amorcer avec l'expérience client, là en l'occurrence dans le cas des hôpitaux ou des cliniques, l'expérience du patient. On peut très bien mettre en place une séquence de pensée design dans les hôpitaux pour voir si l'information qui est transmise au patient est claire, l'orientation est claire, les codes couleurs sont clairs, comment se repérer entre les différents services, comment penser le cheminement des patients au sein de l'hôpital. De nombreux hôpitaux aujourd'hui, enfin dans le passé, encore aujourd'hui, continuent à faire appel à des cabinets de pensée design justement pour innover en termes d'expérience patient et puis repenser la logique de gestion des patients. Donc, vous voyez, ça s'applique à la fois aux produits et puis aux services. Autre point que je voulais vous partager, c'est que la pensée design, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience, en fait. C'est vraiment quelque chose de très expérimental avec l'idée qu'il y a derrière d'échouer assez tôt pour réussir plus vite.
Je vous ai mis cette image des sportifs de l'extrême, vous savez, des gens qui font des traversées comme ça sur des cordes tendues, je crois que ça s'appelle des slackliners, là, en fait, entre deux rochers à des altitudes très, très élevées. Enfin, une des pratiques courantes de ces athlètes, de ces sportifs, c'est de se faire tomber volontairement au début de la traversée, bien qu'il soit relié en fait à la corde en fait principale, mais ça permet d'évacuer très tôt le risque de peur et de dire au cerveau qu'ils sont déjà tombés. Et puis c'est un petit peu ça en pensée design, c'est de ne pas chercher la perfection dès le départ et de ne pas imaginer en fait un cheminement linéaire entre le point de départ et le point d'arrivée, mais plutôt essayer de dire on va tester des choses, on va échouer, mais on va échouer assez vite pour tirer les leçons de nos échecs et puis pour derrière permettre d'affiner à chaque fois le produit et d'affiner le service qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, ça demande aussi dans certaines organisations une culture de l'erreur, une culture de l'échec. Je sais que c'est souvent quelque chose qui est pas simple à mettre en place. Alors, il y a des domaines dans lesquels vraiment, par exemple, l'aéronautique, dans certains types de transports ou par exemple dans la sûreté nucléaire, c'est quasi non négociable ou incontournable d'avoir cette culture-là quand il se passe des phénomènes ou quand il y a des erreurs humaines ou des erreurs d'appréciation ou des échecs, de surfer entre guillemets là-dessus et puis de tirer en fait, d'avoir des retours d'expérience pour améliorer constamment les produits ou les services, mais je sais aussi que dans d'autres organisations, c'est toujours compliqué de revenir et de débriefer sur ces échecs. C'est pas quelque chose de naturel. Mais c'est en tout cas un élément sur lequel la pensée design nous entraîne. Elle nous entraîne vers l'expérimentation et puis la culture peut-être de l'échec pour mieux réussir par la suite. La pensée design et l'innovation, c'est aussi la prise en compte de ces trois paramètres-là. En fait, si vous voulez innover avec la pensée design, il faut que vous preniez en compte trois aspects, c'est-à-dire la désirabilité en fait de votre produit ou de votre service au niveau de l'humain, c'est-à-dire au niveau des gens. La faisabilité technique, c'est toujours un aspect incontournable à prendre en compte. Et puis, la viabilité du business model. Hein, on l'a vu dans le premier atelier, on a parlé de modélisation d'affaires. Il n'y a pas d'innovation durable, stable, si vous ne rencontrez pas en fait ces trois critères-là. Donc, un produit qui va être fortement désiré, apprécié par les clients et qui peut être techniquement robuste, si vous n'arrivez pas à mettre en place derrière un modèle d'affaires qui est viable, vous n'aurez aucune chance de diffuser l'innovation de façon très large au niveau de vos publics. Donc, gardez toujours cet aspect-là en tête. On est là dans la pensée design à l'interaction de ces trois paradigmes, le désir humain, la viabilité économique et la faisabilité technique. Autre point important dans ce préambule, c'est que la pensée design, c'est une approche, si on ne devait retenir que ça, en fait, du design thinking, c'est une approche qui est profondément centrée sur l'utilisateur ou sur l'utilisatrice finale de votre produit ou de votre service pour répondre à un problème, pour résoudre un problème. Et la pensée design, elle est, comme je l'ai dit un peu au départ, c'est quelque chose finalement qui est moins de l'ordre du cognitif, de l'intellectuel, ça c'est mon sentiment personnel, que du conatif. Qu'est-ce que ça veut dire le conatif? En fait, c'est ce qui déclenche l'action, c'est ce qui déclenche le comportement. Donc, quand vous mettez en place en fait une séquence de pensée design, il faut vraiment essayer d'être le plus possible dans l'expérimentation, dans l'action, dans le comportemental, plutôt que dans la réflexion abstraite et intellectuelle. Donc, la pensée design, c'est quelque chose de très concret. C'est comme si vous façonniez en fait un objet pour le rendre joli, pour le rendre design. C'est de la même façon avec vos produits et vos services. Il faut être il faut avoir un peu, comme on dit, là, les mains dans la terre, les mains dans le cambouis, au sens figuré parfois du terme, de l'expression, pour que vous ressentiez
le besoin en fait de l'utilisateur final. Donc, 4 éléments à considérer. C'est une approche centrée sur l'humain qui valorise la haute créativité. C'est une approche pragmatique et pratique. Et puis, c'est une approche expérimentale et itérative. Donc, approche centrée sur l'humain, ça va vous demander des qualités d'empathie, hein, de se mettre en empathie, en connexion avec l'utilisateur ou l'utilisatrice finale. Une approche créative, c'est-à-dire au sens où qui demande d'intégrer plusieurs approches, plusieurs schémas de pensée. Souvent, les cabinets de conseil en design thinking peuvent amener autour de la table d'une problématique d'un client des sociologues, des philosophes, des ethnologues, des artistes, pourquoi pas, peu importe, pour essayer d'avoir en fait justement ce recoupement de différentes schémas de pensée, parce que c'est justement le problème de nos organisations, c'est que souvent on travaille avec des gens qui nous ressemblent, qui ont peut-être des fois les mêmes formations, les mêmes parcours de vie, et puis ça donne des fois des difficultés à innover parce qu'on se ressemble tellement, on pense connaître, on pense savoir en fait ce que veulent les clients, donc on donne déjà les réponses pour les clients et c'est parfois contre-productif. Donc c'est une méthode intégrative en fait qui va intégrer différentes visions, différents courants de pensée. C'est une approche pratique, donc comme je l'ai dit, qui mise sur le processus essai-erreur. Donc, ne pas hésiter à tenter des choses et puis ensuite, même si ça échoue, revenir dessus de façon itérative. Et quatrième point, aussi beaucoup expérimenter, faire de l'itération pour éviter justement ce schéma linéaire qui dans la réalité n'est pas très productif, pour expérimenter très vite et éventuellement échouer et puis revenir sur la définition de son produit. Donc voilà, un peu dans l'esprit du penseur design, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier les nœuds, là, tout ça, là, tout ce qui tourne dans votre esprit, et puis essayer d'être à l'aise finalement avec ce contexte d'incertitude, d'ambiguïté, et puis progressivement, en mettant en place en fait les petits outils là qu'on va vous donner, ça devrait normalement se décanter pour arriver à clarifier un petit peu la réponse au problème que vous allez identifier. Et puis designer un objet, un produit ou un service qui va répondre fortement à l'attente et au désir de vos clients. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Vous avez peut-être entendu parler de ces approches-là, par exemple de Google qui fait des Google Sprints, c'est-à-dire sur une semaine de 5 jours justement, de mettre en place toute une séquence de pensée design entre le lundi et le vendredi, avec le fait de mettre sur des posters, de dessiner, de trouver les différentes idées, ensuite de choisir, de prototyper, de tester, essayer de faire des cycles un peu d'innovation très courts pour arriver très vite à des solutions qui sont viables pour le grand public. L'idée qu'il y a derrière ces séquences-là d'accompagnement, c'est que vous puissiez réduire le cycle d'innovation. Donc, là aussi, un schéma important, le design thinking, la pensée design, en fait, c'est un processus cyclique et itératif qui, en général, comprend 5 étapes. Une première étape autour de l'empathie, avec une posture d'ouverture vers vos utilisateurs. Une deuxième étape qui est le choix de la problématique, la définition du problème que vous souhaitez résoudre avec la séquence de pensée design. La troisième étape qui est l'étape d'idéation, de brainstorming, là où il faut générer un maximum de volume d'idées. Quatrième étape, le prototypage, la prise de décision. Et puis la cinquième étape, l'étape de test avec le lancement du projet. Dit d'une autre façon, là vous avez le schéma en anglais issu de la Design School de Stanford, mais dit d'une autre façon, en fait, on retrouve concrètement ces 5 étapes-là où vous devez aller observer en fait vos utilisateurs et vos clients, c'est-à-dire comprendre intimement l'expérience du client en lien avec votre produit ou votre service. Là, par exemple, aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit de crise Covid, on peut se demander si les changements que vivent vos clients sont des changements conjoncturels ou plus structurels. Est-ce que la façon dont on consomme aujourd'hui en période de crise, est-ce que ça va rester dans le futur? Est-ce qu'il va y avoir des changements plus profonds dans la façon dont on va acheter ou utiliser les produits et les services?
C'est ça qu'il faut aller observer. C'est intéressant d'aller collecter un maximum de data sur les utilisateurs, sur les clients. Ensuite, vous avez toute la phase d'idéation, hein. Quand on peut le faire et puis quand on peut réunir des gens dans un lieu physique, c'est de faire des séances assez courtes de 45 minutes, 1 heure, de très focuser sur un sujet, un seul problème identifié et puis de générer un maximum d'idées derrière, sans censure, sans autocensure, pas de jugement, en construisant sur les idées des autres et puis en plutôt privilégiant les visuels et les dessins plutôt que les mots. Ensuite, vient la phase du prototypage. Vous allez devoir créer des maquettes, peut-être utiliser des vidéos pour décrire l'expérience de vos clients. Et puis, tout ça avec une vision globale sans s'attarder sur les détails. Et puis, utiliser différents scénarios pour différents types de clients. Une fois que vous avez fait tout ce travail, hein, qui prend du temps, l'idée, c'est d'aller sélectionner les meilleures idées, les meilleurs scénarios, de retenir le prototype qui présente la meilleure résolution du problème de départ, et puis engager les clients à tester pour encore améliorer le processus, et puis à la fin, se concentrer sur le résultat final qui va vous permettre d'aller d'être arrivé au bout de cette logique-là pour tester votre nouveau produit ou service auprès d'un échantillon de clients et de prendre en fait les retours, les feedbacks de tous ces utilisateurs pour avoir l'amélioration quasi finale du produit et puis pouvoir le tester et puis le lancer sur grandeur nature. Voilà, alors je vais un peu vite, hein. Désolé parce que j'ai beaucoup de contenu à vous partager. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous présenter une étude de cas. Donc, je vous ai montré un petit peu la séquence, les différentes phases du processus de pensée design, mais je voudrais vous interpeller sur un cas très concret qui est un cas réel, qui va nous amener à réinventer en fait un parasol de plage. On est au printemps, on approche de l'été. Alors vous me direz, ça dépend des régions, puisqu'il a encore neigé hier dans certaines parties du Québec, mais on y croit. Là, il va faire beau. En tout cas, si je regarde par la fenêtre, là, on devrait avoir quelques jours de soleil. Et donc je vous partage ce cas-là en fait de comment utiliser la méthode de pensée design pour réinventer un parasol de plage. On est sur une entreprise qui s'appelle Parasun Inc. et qui est une société qui fabrique des parapluies et des parasols. L'usine est située au Québec et elle exporte en fait dans le monde entier ses parapluies et ses parasols. Elle est reconnue pour la qualité de ses fabrications, son savoir-faire artisanal qui lui permet de satisfaire une clientèle assez exigeante. Mais depuis 2 ans, elle subit en fait une forte concurrence asiatique sur les modèles phares de parasols de plage. Et puis, elle perd des parts de marché, elle perd des revenus, elle perd des marges. Et ils se sont dit, c'est le moment de revoir un petit peu notre produit phare parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait en termes d'innovation depuis plusieurs années. Et puis, ils aimeraient en fait lancer un nouveau modèle familial de parasol de plage pour le grand public. Et puis, ils se demandent en tout cas si la méthode de la pensée design, la démarche design thinking, est-ce que ça peut les aider à sortir d'un nouveau produit, un best-seller qui va être vraiment différent de la compétition. Alors, je pense que vous avez tous déjà utilisé autour de la table un parasol à la plage ou peu importe, si vous êtes déjà allé pique-niquer quelque part, peut-être dans la forêt, aux abords d'un lac, peu importe. C'est de se remettre un peu dans votre expérience personnelle autour de l'utilisation d'un parasol de plage. Et pour ça, je vais vous demander de réfléchir à chaque fois pendant 1 minute ou 2 à différentes questions. Vous pouvez le faire sur une feuille, mais vous pouvez aussi y penser dans vos têtes. L'idée, c'est de se dire, quand j'utilise un parasol de plage, c'est quoi les différentes étapes de mon utilisation? Admettons que je sois dans une résidence, dans une maison de vacances, et puis je me rends à la plage ou que je sois dans un hôtel, et puis j'ai avec moi un parasol. C'est quoi un petit peu toute la séquence qui se passe entre le moment où je décide d'aller à la plage, je pars de mon domicile, de ma résidence de vacances, et puis j'arrive à la plage. Je vous laisse 1 minute ou 2, comme on a un petit peu moins de temps. Vous pouvez le dessiner sur… L'idéal, quand on fait ça en physique, c'est d'avoir des grandes feuilles de papier et puis de dessiner un peu la séquence. Mais vous pouvez, vous imaginez, en tout cas, ce qui peut se passer, les différentes séquences entre le moment où vous partez de chez vous et puis vous arrivez à la plage et vous utilisez le parasol de plage. Je vous laisse 1 minute ou 2.
Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, il y a des aspects qui sont contraignants ou désagréables liés à l'utilisation du produit, c'est-à-dire à l'utilisation du parasol de plage? On a tous en tête nos expériences avec un parasol de plage. Peut-être pour cette question-là, dites-moi juste dans le chat, là, en temps réel, un petit peu ce que vous avez peut-être vécu ou ce que vous pouvez imaginer comme expérience désagréable liée à l'utilisation d'un parasol de plage. Les contraintes, les problèmes, les aspects, c'est pas facile à transporter, exactement. Quoi d'autre? C'est lourd, parfois, c'est encombrant, ouais, pour le transport. Ça ne tient pas bien en place, je suis d'accord. Oh, il y en a plein, si on se met à réfléchir, hein. Exactement, ça tourne au vent. C'est souvent, je crois que là aussi, on a tous eu l'expérience du parasol là, comme ça, qui était plus ou moins bien planté dans le sable et qui s'est, avec un coup de vent, qui s'est envolé. Il faut modifier l'angle au cours de la journée pour se protéger du soleil. Quoi d'autre? Allez. Je suis sûr que vous avez tous eu des moments plutôt désagréables avec le parasol. Bon, en général, c'est effectivement, ça peut tomber sur nous, sur les autres. C'est pas facile à ranger dans une voiture. Il y a plein d'aspects contraignants liés au fonctionnement du parasol tel qu'on peut l'imaginer, aujourd'hui. Alors, on peut penser à différentes solutions pour justement, c'est ça un peu l'idée de la pensée design. C'est une fois qu'on a identifié tous ces problèmes, toutes ces contraintes, tous ces obstacles, c'est de mettre en face de tout ça des solutions qui pourraient être des solutions très pratiques, justement pour répondre à ces problématiques. Et puis, la quatrième étape, ce serait de dessiner avec une feuille toute simple, un porte-mine ou peu importe, vous pouvez le faire sur une tablette graphique. Ce serait quoi un petit prototype ou faire une maquette, tiens, par exemple, avec je sais pas moi, des petites découpes de papier, n'importe quoi, tout ce que vous pouvez trouver du parasol idéal. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce problème-là, c'est réellement posé dans la vraie vie. Et puis, une start-up, en fait, une société a réfléchi à cette problématique, en fait, de comment concevoir un nouveau type de parasol de plage en utilisant la méthode de la pensée design. Et je vais vous montrer, en fait, ce que ça donne concrètement. Je vais vous partager un autre document, si vous permettez, qui est une petite vidéo que je voudrais vous montrer ici. J'espère que vous avez accès au son. Est-ce que vous voyez la fenêtre qui s'ouvre de YouTube? Oui. Ouais. Est-ce que vous entendez le son? Encombrant. Oui, c'est parfait. Alors, regardez un petit peu la séquence, ce à quoi sont arrivés en fait deux créateurs d'entreprises qui ont utilisé la pensée design pour réinventer le parasol de plage. Long à monter, l'image du parasol traditionnel n'a pas changé depuis 70 ans. L'invention de ces deux Toulousains a de quoi dépoussiérer l'accessoire de plage. Alors Xavier, votre parasol, il est facilement transportable puisqu'il loge en fait dans ce sac, c'est ça? Oui, on a tout inclus dans le sac. Donc c'est un package où il y a le pied d'ancrage, le parasol et un accessoire, son panneau solaire. En quelques secondes à peine, le parasol est déplié. Il est équipé d'un pied télescopique en aluminium et d'une voile d'ombrage traitée anti-UV et aérodynamique. La voile, grâce à sa rotule multidirectionnelle, elle lui permet de s'orienter et d'accentuer l'ombre en fonction de la journée. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et en ayant le vent dans le pied, donc la voile se met à flotter dans le vent et elle absorbe les effets du vent. Et c'est un de ses atouts. Grâce à sa forme, il résiste aux bourrasques, contrairement aux parasols traditionnels qui peuvent se transformer en projectiles particulièrement dangereux en cas de vent. Les inventeurs de ce parasol ont eu l'idée il y a 2 ans, alors qu'ils passaient une journée sur la plage. Alors vous vous êtes inspiré en fait de la nature pour développer ce parasol?
Oui, tout simplement, on s'est dit qu'est-ce qui ne s'envole pas quand il y a beaucoup de vent. La plupart du temps, ce sont les feuilles des arbres. Et on a essayé de regarder dans la nature, et particulièrement en Amérique du Sud, quelles feuilles avaient une forme qui permettait de déployer une ombre portée suffisamment importante. Et on a trouvé le Monstera delicioso. Grâce à son panneau solaire amovible, le parasol peut aussi recharger les téléphones ou les tablettes. Quand il fait vraiment trop chaud, donc pareil, nous avons pris un support qui se situe sous la voile, qui permet de mettre le téléphone à l'ombre. En vente depuis 1 an, le parasol Made in Occitanie fait déjà un carton aux États-Unis. Les deux inventeurs cherchent désormais des partenaires et des distributeurs. Mais déjà, cet accessoire innovant est en train de se faire une belle place au soleil. Qu'est-ce que vous en pensez? Très cool. Il s'appelle comment? Je ne me rappelle plus c'est Stéphanie qui parle? Ouais. Ouais, je ne me rappelle plus le nom, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu l'idée à partir d'un objet qui est un objet usuel, là, je veux dire le plus banal possible. La personne pense à reconcevoir le parasol et en appliquant en fait cette idée-là d'observation de l'utilisateur sur site entre le moment où il part de chez lui avec son parasol et il va à la plage avec toutes les contraintes que ça pose, comment ouvrir son parasol, comment le fixer dans le sable, comment mettre les enfants sous le parasol à l'ombre. En fait, ça posait finalement un tas de contraintes en termes d'utilisation et en appliquant cette approche de design thinking, ils ont réussi à construire quelque chose d'assez ingénieux qui va répondre à un certain nombre de contraintes. Alors, ils n'ont pas répondu à toutes les contraintes possibles, mais c'est sûr que rien n'empêche peut-être d'en avoir 2 ou 3 en fait, parasols comme ça pour avoir un maximum d'ombre, parce que finalement, c'est toujours pareil avec les parasols, tu as toujours un tout petit peu d'ombre là, et puis tout le monde se bat pour avoir les places à l'ombre. Donc, c'est finalement assez ingénieux. Donc, c'est ça, je voulais juste illustrer en fait pour vous donner un exemple de très, très pratique, très concret de ce que peut donner la méthode pensée design à travers un objet du quotidien. Céline, tu nous as partagé quelque chose. Je vais juste voir ce que c'est. J'arrive pas à voir ce que c'est, je regarderai à la période des... Ça ne fonctionne pas de mon côté. À la période questions-réponses. Donc, vous voyez, ça, c'est une étude de cas intéressante sur le design thinking. Et puis, troisième séquence que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quand on met en place une stratégie d'innovation avec... Excusez-moi, Thierry. Oui, pardon. Est-ce que c'est possible de nous donner rapidement un exemple qui serait plutôt adapté à un service plus qu'à un produit? Parce que c'est difficile pour la plupart d'entre nous de s'imaginer ça au niveau du service. Au niveau des produits, la pensée design est beaucoup plus concrète, mais au niveau des services, est-ce que vous auriez un exemple? C'est l'exemple que je trouve le plus pertinent parce qu'il est de plus en plus utilisé. En fait, c'est par exemple les services dans les hôpitaux, celui que j'ai cité au départ, on est vraiment dans le domaine du service. C'est un service à des patients et en fait, ces dernières années, les hôpitaux se sont tournés vers des firmes de pensée design pour être accompagnés parce que une problématique en fait des hôpitaux, c'est la prise en charge du patient, c'est l'orientation du patient dans un schéma d'urgence ou dans un schéma hors urgence, juste pour des consultations, des rendez-vous. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que vous pouvez faire dans un schéma où vous avez du service, c'est essayer de décrire en fait quand je dis la décrire, c'est-à-dire pas avec des mots, mais avec des croquis, avec des dessins, tout le cheminement de votre client. Alors, je ne sais pas, vous êtes dans quel domaine? C'est une plateforme web, en fait, transactionnelle. Bon, c'est une plateforme web transactionnelle, donc ça s'y prête aussi parfaitement. C'est de dérouler en fait tout le processus de l'expérience de l'internaute sur votre plateforme et d'essayer de voir. C'est un peu aussi toute la démarche là c'est pas tellement mon métier, mais je crois comprendre le user experience, la UX là, qui s'attelle en fait à comprendre aussi toute
toute la démarche de quelqu'un qui est derrière un écran et qui va être en interaction avec un site web ou avec une application. Et c'est d'essayer de dessiner les différentes séquences, les différentes phases. Et à ces différents moments, quels sont les obstacles, quels sont les moments d'inconfort, quelles sont les contraintes que va devoir gérer en fait cet utilisateur par rapport à votre service, par rapport à votre plateforme. C'est un peu ça. Donc, je vois aussi des choses dans le chat. OK. Donc, Céline qui parle aussi de la stratégie de segmentation par l'usage du service. C'est ça, est-ce que tu veux nous en dire plus? C'est en fait toute la séquence d'utilisation de ton utilisateur, c'est ça en fait, du produit? Céline, non? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, quand je vais améliorer mes services, je me mets à la place de mon consommateur, puis je me dis comment je vais prendre ma décision d'aller chercher, comment je vais utiliser mon service, autrement dit. Je veux dire, j'ai-tu besoin de savoir où est ma clé, parce que moi, j'ai un service d'hébergement pour étudiants, j'ai-tu besoin de prendre mes clés, comment je vais les prendre, et si j'ai besoin de mots de passe, comment je vais les récupérer. Ça, enfin, là, je vous donne une application pointue, là, mais je me dis toujours, on peut le faire aussi avec le parasol. Moi, ce que je vous ai montré comme exemple de parasol, j'ai acheté ça quand mes enfants avaient 2 ans. Ils en ont 26 maintenant. OK? Parce que, je veux dire, effectivement, quand ils étaient assis les deux, parce que c'est des jumeaux, ils étaient assis les deux dedans, ils partaient pas au vent, croyez-moi. Alors, donc, c'est beaucoup par l'usage, c'est à se demander qu'est-ce que moi j'ai besoin, puis comment j'aimerais l'avoir, comment j'aimerais que le service soit. Et c'est en se posant, je pense, ces questions-là qu'on arrive à mettre des idées. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je suis biaisée par ma formation, c'est sûr, mais… non, mais c'est ça. Des solutions. C'est ça en fait le questionnement. Ce qui est important, c'est pas tellement le produit ou le service, c'est de se poser les bonnes questions mais c'est des questions très très concrètes, hein, très, très pratiques sur l'utilisation finalement de A à Z d'un produit ou d'un service et cette capacité à se mettre dans la peau des clients. Alors c'est sûr qu'une première étape, c'est de le faire soi-même et de se dire qu'est-ce que ferait mon client, qu'est-ce que ferait l'utilisateur. Maintenant, ça génère des biais cognitifs parce que ça nous fait dire que ça nous fait penser pour le client. Donc, c'est intéressant aussi d'aller chercher ce même apport de connaissances en allant chercher des retours extérieurs. Hein. Quand on en a la possibilité, c'est toujours un petit plus que de penser par soi-même ce que désire ou ce que va faire l'utilisateur. Donc, merci en tout cas Céline pour ton retour. Troisième séquence, donc c'est votre capacité à vous mettre dans la peau de vos clients. Donc, pour ceux qui connaissent cette matrice-là ou ceux qui ont assisté au premier webinaire, on avait parlé de modélisation d'affaires et de cette matrice du modèle d'affaires. Dans cette matrice, il y a 2 cases intéressantes en particulier, notamment du point de vue de la commercialisation, de la proposition de valeur, c'est la case centrale qui est sur l'offre, en fait, sur la valeur que vous allez apporter à vos clients, et puis la case sur les segments de clients, c'est-à-dire ceux à qui vous vendez vos produits ou vos services. Cette matrice-là, en fait, du modèle d'affaires, donc, elle va donner lieu à une sous-matrice, en fait, qui va reprendre ces 2 cases, la case qui met en parallèle, en fait, à gauche, en fait, le descriptif en fait détaillé de votre produit ou de votre service, et puis à droite, la connaissance des clients, hein, une connaissance plus profonde des aspirations, des problèmes ou des bénéfices attendus par vos clients. Alors, cette matrice, je vais vous la partager puisqu'on en a créé une à l'école des entrepreneurs. Donc, juste le temps de me remettre sur le bon… sur le chat et je vais vous partager cette version. Ça s'appelle Canva VPD. Donc, vous pouvez directement télécharger la matrice dans le chat. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien arrivé? Reçu.
C'est bon. Donc, en fait, bah, c'est un document que je vous invite plus tard en fait, à imprimer et sur lequel vous pouvez travailler. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est d'utiliser cette matrice pour essayer d'avoir une connaissance approfondie de vos clients. Donc, comme vous le voyez, cette matrice, le cercle à droite, en fait, il y a trois portions. La première portion, en fait, complètement à droite, en fait, c'est les aspirations de vos clients. Les aspirations des clients, c'est quoi? En fait, c'est ce que les clients essayent de réaliser ou d'obtenir dans leur vie professionnelle ou personnelle. Donc, des aspirations de clients, il y en a de plusieurs types, de plusieurs natures. On a des aspirations qui sont très fonctionnelles. Ça, c'est vraiment au niveau de l'utilisation fonctionnelle en fait d'un produit ou d'un service. Il y a le client, l'utilisateur, il y a aussi des aspirations sociales. C'est, on cherche souvent à donner une bonne image de marque, à acquérir du pouvoir ou obtenir un certain statut. Donc, on est plus là dans le symbolique. Le client aussi peut avoir des aspirations personnelles ou émotionnelles par rapport à des valeurs, à des émotions, à des recherches spécifiques. Et puis, il y a tout un tas d'aspirations auxiliaires qui sont en lien avec l'achat du produit ou du service. Et puis, je suis désolé, je vais un petit peu vite, mais je voudrais vous donner ces éléments-là et puis terminer. Puis je sais qu'on a après, plus tard, on aura une séance de coaching un peu plus approfondie. Toutes ces aspirations-là, elles sont toujours en lien avec un contexte donné. Si je vous donne un exemple, par exemple, pour l'utilisation que vous faites de votre cellulaire, c'est pas la même chose d'utiliser un cellulaire quand vous êtes au calme chez vous, à votre bureau, ou d'utiliser un cellulaire lorsque vous êtes dans votre voiture ou lorsque vous êtes dans un train, par exemple, avec les bruits, les interférences, les problèmes de connexion. Donc, pour vos produits et services, toujours mettre en perspective les aspirations globales de vos clients par rapport à un contexte donné, si ça a de l'influence. Et puis, une fois que vous avez listé en fait l'ensemble de ces aspirations des clients, il va falloir les classer des plus importantes aux moins importantes. Deuxième portion du cercle de connaissance des clients de cette carte d'empathie, c'est d'identifier les problèmes des clients. C'est quoi les problèmes des clients en lien avec votre environnement de produits ou de services? C'est ce qui empêche les clients d'accomplir les aspirations ou les risques qui sont associés directement ou indirectement à l'utilisation de vos produits ou de vos services. Alors, ces risques qui sont de la même façon, ça peut être des risques des risques fonctionnels liés à l'utilisation du produit, des risques sociaux, des risques émotionnels, des problèmes auxiliaires ou un certain nombre d'obstacles. Et puis, de la même façon, une fois que vous avez listé tous ces problèmes, obstacles, risques auxquels le client va être confronté, il va falloir ensuite les classer des risques ou problèmes les plus importants aux risques et problèmes les moins importants. Et puis, dernière partie en fait du cercle, c'est les bénéfices. Les bénéfices des utilisateurs, les bénéfices attendus par vos clients ou vos utilisateurs, c'est ce en tant qu'utilisateur ou acheteur, c'est les résultats concrets et les avantages tangibles qu'on essaye d'obtenir à travers l'achat du produit ou du service. D'ailleurs, résultats tangibles ou intangibles, parce qu'il peut y avoir des bénéfices purement fonctionnels, les bénéfices qu'on attend, les bénéfices qu'on désire, qui sont des bénéfices des fois conscients ou inconscients. Et puis, il y a aussi parfois des bonnes surprises par rapport à un produit ou par rapport à une expérience vécue. C'est tout ce qui est bénéfice inattendu. Là, ça va renforcer en fait la valeur de votre produit. Et de la même façon, encore une fois, vous classez en fait ces bénéfices des plus importants aux moins importants du point de vue de votre utilisateur ou de votre client. Quand je dis classer, c'est ça en fait, c'est de dire je considère les aspirations, je considère les problèmes, obstacles ou risques, je considère les bénéfices que je vais apporter à mes clients et puis je fais un axe comme ça du plus insignifiant au plus important et puis j'essaye de classer un peu tout ce que j'ai pu imaginer. Donc ça donne des choses comme ça en fait, d'utiliser le document que je vous ai donné, de l'imprimer puis de prendre des petites notes, des petits post-it que vous allez pouvoir repositionner. Une couleur pour chaque portion du cercle. Et puis, donc là, à droite, vous allez mettre tout ce qui est aspiration, en bas, tous les problèmes ou obstacles, et puis en haut, tous les bénéfices que vous allez pouvoir imaginer par rapport à votre persona, par rapport à votre client cible.
Et puis, une fois que vous avez fait ça, bah, tout l'enjeu, ça va être justement de rapprocher votre connaissance intime de votre client. Donc, tout le travail que vous avez fait à droite sur ce cercle de connaissance du client, avec à gauche, en fait, votre produit ou votre service, sur lequel vous allez décrire, en fait, un peu toutes les fonctionnalités de vos produits et services, et puis qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, comme gain à vos clients, et à contrario, qu'est-ce que ça évite comme problème à vos clients. Et puis, quand vous avez en fait une bonne valeur en fait de produit ou de service, il doit y avoir fit, il doit y avoir adéquation entre ces deux formes, c'est-à-dire le carré de votre produit à gauche et le cercle de connaissance des clients à droite. Donc, il faut que ça fitte complètement entre les deux pour que vous ayez la possibilité de faire une innovation et puis de créer un produit qui va correspondre aux besoins et aux désirs des clients. Voilà, ça c'est une application, je dirais, un peu assez concrète finalement de la pensée design, parce qu'on peut faire de la pensée design de plein de façons, mais là, on a la chance d'avoir deux matrices qui existent, donc la matrice du modèle d'affaires que vous voyez ici et la matrice en fait de la carte d'empathie sur la connaissance en fait des clients et le fit avec votre produit ou service. Et ça, je trouve que c'est un outil intéressant qu'on peut utiliser dans le cadre d'une démarche de pensée design. Voilà, donc j'ai l'impression d'avoir été un peu rapide sur le sujet. C'est sûr qu'on n'a pas non plus 2-3 heures, mais ce que je voulais vous partager en 45-50 minutes. Et puis en résumé, dans une démarche de pensée design, donc l'idée c'est de montrer les choses plutôt que de rester dans la discussion, d'apprendre de ses échecs et puis de recommencer, d'évoluer avec l'ambiguïté de l'environnement et de l'organisation, focuser sur les valeurs humaines, sur les valeurs de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, entrer dans ce processus itératif d'innovation et puis rendre vos idées tangibles à travers des dessins, des croquis, des vidéos, des maquettes, peu importe. C'est un peu tout ça qu'il y a derrière l'idée de la séquence et de l'innovation avec la pensée design.